Les jeunes au cœur de la célébration de la 28e journée mondiale de la population en Côte d'Ivoire, une jeunesse en proie à la pauvreté. Centenaire de l'église du Christ Mission à Harris, son temps de dévotion aux plus vulnérables. Et puis Israël intensifie ses frappes sur Gaza. Plus de 400 Palestiniens ont perdu la vie dans ce conflit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le monde comptait plus de 6 milliards d'habitants en 2009, une population à majorité jeune. Lors de la 28e journée mondiale de la population en Côte d'Ivoire, il était question de mettre les jeunes en avant, une jeunesse qui ploie sous le poids du chômage, une situation que le gouvernement veut corriger. La célébration s'est déroulée à Toumoudi. Le reportage de Herman Niamien. Nguessan, 18 ans, David Kwasi, 30 ans, Laurel Conan, 22 ans. Tous sont déscolarisés et sans emploi. Ils ont arrêté leurs études faute de moyens financiers. Aujourd'hui, ils attendent une main salutaire pour se prendre en charge. J'avais l'envie de repartir encore à l'école, mais comme mes parents n'avaient pas les moyens, donc je suis restée là sans rien faire. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'aimerais faire le commerce. J'aimerais que l'État me donne un apport, que je puisse avoir une cité de papayer, avoir un champ de papayer. Comme eux, ils sont nombreux les jeunes qui sont en quête d'un emploi pour subvenir à leurs besoins et contribuer au développement du pays. Les Nations Unies, sensibles à la situation des jeunes à majorité sans emploi dans le monde, interpellent donc les gouvernants. Pour la célébration de la 28e journée mondiale de la population, l'accent est mis sur les jeunes, d'où le thème « Investir dans les jeunes ». La Côte d'Ivoire, pour la célébration officielle qui s'est tenue à Toumoudi-Ville, située à 180 km d'Abidjan, a choisi comme thème « Investir dans les jeunes » pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. La 28e journée mondiale de la population nous invite à répondre davantage aux attentes des adolescents et des jeunes afin de leur donner les moyens de soutenir efficacement le développement de notre pays. La jeunesse ivoirienne représente plus du tiers de la population avec près de 8 millions de personnes. Une main-d'œuvre importante pour le développement du pays si elle est bien encadrée. Le gouvernement ivoirien, conscient donc de cette réalité, multiplie les actions en sa faveur. S'agissant en particulier de l'emploi, le gouvernement a notamment adopté le 26 novembre 2013 une stratégie de relance de l'emploi très ambitieuse dont l'objectif général est de contribuer à résorber le nombre de chômeurs qui, il faut le souligner, s'était accru. À cela s'ajoute un certain nombre d'autres mesures structurelles d'accompagnement prises pour le soutien de l'emploi dans les secteurs publics et privés, mais aussi et surtout dans l'auto-emploi. Au titre de l'accessibilité aux services de base, il me plaît de rappeler ici les importants investissements réalisés dans le secteur de l'éducation-formation, avec notamment l'acquisition et la distribution de kits scolaires, le vaste programme de construction et d'équipement de classes au primaire et au secondaire, le recrutement déjà fait et en cours d'enseignants au niveau du primaire et du secondaire. Daniel Kablan-Duncan souligne que malgré les actions qui sont menées, beaucoup reste à faire. Le gouvernement, ajoute-t-il, s'emploie comme il peut chaque jour à imaginer des stratégies pour répondre aux besoins des populations. La pauvreté mine bon nombre de familles et comme l'a dit le reportage de Herman Niamien, bien que le gouvernement prend des mesures pour soulager les populations, beaucoup reste à faire. Les actions menées par le gouvernement sont soutenues par des ONG telles que l'ONG Les Amis des malades et des personnes en détresse pour une assistance sanitaire et humanitaire et une ONG turque. Ces deux organisations ont offert des kits alimentaires aux personnes démunies de la commune d'Abobo. Noho Sangari et Herman Niamien nous en parlent. Des cartons d'huile, des sacs de riz et des pâtes alimentaires, soit environ 200 kits alimentaires d'une valeur de 2 millions de francs CFA. C'est le don de l'ONG Les Amis des malades et des personnes en détresse pour une assistance sanitaire AMAP en collaboration avec l'association Ishan pour le développement et l'éducation, une ONG turque installée en Côte d'Ivoire. Un don qui vient soulager les habitants du quartier Kennedy d'Abobo en ce mois béni de Ramadan. Il y a un sac de riz et de l'huile, du sucre pour mon café le matin, le riz pour le midi. Avec mes enfants, on va manger. Vraiment, je remercie l'ONG AMAD et l'association ISAN qui nous a fait ce don-là. Tout le monde sait que Kennedy est un quartier précaire, que la plupart des populations n'ont pas les moyens de vivre et des orphelins. C'est pour cela que nous avons choisi Kennedy Cloutier. Vous avez ici sur le tableau là-bas un projet de centre de santé qui sera construit à Niama, à Djamé,
où on a fait ce bâtiment tout infini. Ça reste monter les murs. Le représentant du premier magistrat de la commune d'Abobo, Amara Bamba, a exprimé sa gratitude aux donateurs pour cet acte de générosité. Cette cérémonie de remise des kits alimentaires aux personnes défavorisées est à sa 6e édition. L'ONG entend poursuivre ses actions afin de permettre aux couches les plus défavorisées de se sentir des membres à part entière de la société. L'ombre d'Imana de Véronique Tadjo a décroché le Grand Prix littéraire Caïcédra. Cet ouvrage évoque le génocide rwandais et invite les Rwandais à tourner la page de ce drame. Véronique Tadjo a reçu son prix à l'Institut Goethe. On en sait plus avec Onate Moussa et Serge Akolia. Le vivre ensemble entre victimes et bourreaux, traduit dans cette œuvre de Véronique Tadjo. L'auteur de L'ombre d'Imana jette un regard sur le drame du génocide rwandais et appelle au pardon et à la reconstruction. Son œuvre a retenu l'attention du jury, composé essentiellement d'élèves. Véronique Tadjo remporte le Grand Prix littéraire Caïcédra 2014. J'ai essayé de traduire un moment de l'histoire, c'est-à-dire cette tragédie du Rwanda. Par rapport à ce drame-là, arriver à planifier l'avenir et à réfléchir sur des questions qui vont nous amener plus loin. L'œuvre est d'actualité. La Côte d'Ivoire sort d'une guerre, d'une crise socio-politique. Et comme ça, quand on se met à lire L'ombre d'Imana, on se dit, mais c'est atroce, c'est tragique. Et il ne faudrait pas que ça puisse se renouveler. Pour l'initiateur de ce prix, il s'agit de donner le goût de la lecture dès le bas âge. Nous sommes allés voir beaucoup d'établissements, il y a eu 16 établissements. Ce sont ces établissements qui se réunissent, qui prennent des délégués, qui viennent discuter et qui viennent voter, qui choisissent le meilleur auteur. Toutes les nations qui ont réussi leur investissement dans l'intelligence et dans la pensée sont les nations qui ont pris les enfants très tôt. Le Grand Prix littéraire Caïcédra est à sa 4e édition. L'innovation cette année, c'est l'intégration des élèves du primaire dans la composition du jury. Célébration du centenaire de l'église du Christ Mission Harris, un événement qui coïncide avec la fête du 27 juillet, une rencontre annuelle qui marque la fin de la saison des pluies. Les fidèles de l'église Harris s'activent donc pour faire de ces cérémonies une réussite. Le reportage de Doigt des Lasers. Une quête spéciale ce dimanche 20 juillet. Les fidèles de l'église du Christ Mission Harris de Makurian Mambo s'acquittent d'un devoir traditionnel de leur église. Un geste de générosité pour contribuer à la réussite de la fête du 27 juillet. Un rendez-vous de l'année liturgique de la communauté Harris. Un moment d'adoration et d'action de grâce. Nous nous souvenons également que pendant les pluies, beaucoup nous ont quittés. Mais nous qui avons la chance d'être en vie, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de dire merci à Dieu. C'est véritablement le sens de cette fête et d'interpeller l'homme sur son attitude par rapport à l'environnement dans lequel Dieu l'a mis, qu'il a constitué comme garde. Deuxièmement, pour interpeller l'homme qui a été créé à Dieu, par ses agissements, de faire attention, de garder les paroles de Dieu, de vivre selon les paroles de Dieu. À la différence des autres années, la fête du 27 juillet qui marque la fin de la saison pluvieuse va enregistrer plusieurs activités, au nombre desquelles on peut citer l'opération Cité propre, la journée de partage et de solidarité à travers des dons de vivres et de non-vivres, des conférences de presse et le planting d'arbres à Bregbo dans la commune de Benjerville. La marmite du Ramadan, un concept initié par les Sénégalais de Koumassi pour rompre le jeûne en communauté. Ce mois de jeûne musulman est une occasion pour eux de se rapprocher les uns des autres et partager ensemble le repas du soir. Parga Sorokone et Serge Kolia nous en disent plus. Samedi 19 juillet, il est 18h, des femmes s'activent à la cuisine. Nous sommes à Cocody dans la famille Traoré. Ici, pendant que les femmes se pressent pour la cuisson des derniers mets, Traoré et ses enfants égrènent leur chapelet dans l'attente de l'heure de la rupture du jeûne. 18h34, c'est enfin l'heure de la rupture. Des dattes, des fruits, du jus et du lait sont servis. Pour Traoré Ibrahim, il est important de rompre le jeûne et d'exécuter la prière en famille. Chaque soir, à l'heure de la rupture, donc tout le monde se réunit en bas donc, de ce préau que vous voyez. Ça permet donc à la famille d'avoir une cohésion, d'être soudée. Autre commune, autre réalité, à Koumassi, la communauté sénégalaise à travers la marmite du Ramadan décide, elle, de partager la nourriture en communauté, mais aussi aux fidèles de la mosquée de Koumassi.
C'est une bénédiction que l'on puisse aujourd'hui préparer des repas et puis l'offrir à des nécessiteux. On fait c'est pour partager dans le mois de carême. Que Dieu nous donne la force pour faire ça chaque année. Pour la communauté musulmane, le mois béni de Carême est un mois de solidarité, une période où les fidèles musulmans doivent multiplier les actes de générosité et les prières pour bénéficier des mérites de ce mois saint de Ramadan. Hors de chez nous, en Zambie, les personnes handicapées laissées de côté dans la lutte contre le sida, elles sont prises de 2 millions et se heurtent à d'importants obstacles en matière de prévention, de dépistage et de traitement du VIH selon Human Rights Watch. Peu de programmes de lutte contre le virus sont accessibles aux personnes en situation de handicap et le sentiment de honte qui l'accompagne souvent les empêche d'avoir un accès équitable aux services anti-VIH. Journée d'hier sanglante à Gaza, près de 100 Palestiniens tués, 13 soldats israéliens ont également été tués à Gaza ce dimanche, journée la plus meurtrière depuis le début de l'offensive israélienne. Dirigeants palestiniens et Ligue arabe ont accusé Israël de commettre un crime de guerre en pilonnant Shajaya, tandis que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'apprête à entamer une tournée dans la région pour tenter de mettre fin au conflit qui a tué déjà 435 Palestiniens. C'est la panique générale à l'entrée de cet hôpital de Gaza. Les blessés arrivent par dizaines. Tous viennent du quartier de Shajaya, soumis ce matin à un pilonnage intensif. Shajaya est complètement détruit. Les Juifs bombardent de partout. Ils brûlent tout pour que les gens fuient. Ils veulent prendre toute notre terre. Au moins 60 personnes ont été tuées aujourd'hui selon les services médicaux qui ont du mal à dresser un bilan précis. Il y a des massacres qui ont lieu. C'est une guerre d'extermination dans cette zone où les morts et les blessés se comptent par dizaines. Parmi les victimes de Shajaya, un caméraman qui filmait un reportage avec un ambulancier. Tous les deux ont été tués par des tirs de chars israéliens. Les premières images de ce quartier situé à l'est de la ville de Gaza sont tournées par un amateur. C'est le sauve-qui-peut pour les habitants qui laissent derrière eux des victimes à terre. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, avait demandé aux civils de rester chez eux. L'occupation a commis des crimes de guerre. La plupart des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ils ont pilonné les maisons habitées, les gens sont morts sous les décombres. Israël accuse pour sa part le mouvement islamiste de se servir des civils comme bouclier humain. L'armée affirme que 140 roquettes ont été tirées vers Israël à partir du secteur de Shajaya depuis le début de l'offensive. Une offensive qui a déjà fait plus de 400 morts côté palestinien, une dizaine côté israélien, dont 2 civils. Et puis le système de missiles utilisé contre l'avion de Air Malaysia venait de Russie. Selon John Kerry, Hollande, Merkel et Cameron souhaitent que le président russe use de son influence sur les séparatistes ukrainiens pour garantir un accès libre et total à la zone où s'est écrasé le Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Plus aucun corps n'est visible sur le principal site du crash où les séparatistes nettement plus discrets contrôlent toujours les abords. Ces derniers se sont engagés à garantir la sécurité des experts internationaux sur le site si Kiev conclut un accord de cessez-le-feu. Des experts malaisiens sont arrivés en Ukraine. Selon des sources anonymes, on apprend que des satellites américains auraient repéré des batteries de missiles franchissant la frontière russo-ukrainienne. Une boîte noire a été retrouvée. Et puis Kiev ordonne l'arrêt des combats dans un rayon de 40 km autour du crash du MH17. Retour en Afrique, au Nigeria, au moins 100 personnes ont été tuées dans des attaques attribuées au groupe islamiste Boko Haram menées le week-end. Les combattants du groupe islamiste ont hissé leur drapeau noir-blanc sur la ville de Damboa dans l'état de Borno au nord-est du pays. Et puis, nouvelle tentative de réconciliation nationale pour ramener la paix en Centrafrique lancée aujourd'hui même à Brazzaville en présence de certains représentants des milices en conflit du gouvernement centrafricain et de pays voisins. Pour la réconciliation et le dialogue, ce forum s'est tenu et il s'achève mercredi prochain par la signature d'un engagement à cesser toutes les violences et d'un accord de cessation des hostilités et de désarmement des groupes armés. Voilà, c'est la fin de ce journal. La prochaine rendez-vous de l'information, 19h30. Portez-vous bien.